Le téléphone a sonné à 12h47 précise, brisant le silence méditatif de mon atelier de céramique. Je m'en souviens avec une clarté terrifiante, car je venais de poser la dernière touche délicate de vernis bleu cobalt sur un vase que je façonnais amoureusement depuis 3 semaines. La voix du directeur, Monsieur Girard, d'ordinaire si posé et professionnel, tremblait. Ce n'était pas une simple hésitation, non, c'était la vibration incontrôlable d'une véritable terreur. Madame Sabine, venez tout de suite. Il y a eu un incident grave avec Lison. C'est votre sœur. Mon sang s'est instantanément glacé dans mes veines. Dans un éclair de panique, j'ai imaginé une chute dans les escaliers, un bras cassé, peut-être une bousculade. Mais la réalité qui m'attendait était bien pire que n'importe quelle blessure physique. Ma sœur, sa propre tante, venait de commettre l'irréparable, non pas par accident, mais par une jalousie maladive et calculée. Elle avait détruit ce que ma fille avait de plus précieux, son identité, juste pour un rôle dans une pièce de théâtre scolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans les détails sordides de cette histoire où ma propre famille s'est transformée en mon pire cauchemar, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Quelle heure est-il exactement dans votre ville ou votre pays au moment où vous lancez cette vidéo? Mettez pause une petite seconde et écrivez-le en commentaire. J'adore lire vos messages et savoir que nous sommes connectés à travers le monde. C'est fait? Alors, accrochez-vous bien, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Je m'appelle Sabine, j'ai 36 ans, et je suis céramiste à Nantes, une ville où la pluie grise contraste souvent avec la chaleur des fours de mon atelier. Je suis une personne de nature calme, habituée à travailler la terre, à faire preuve d'une patience infinie pour voir naître la beauté. Ma vie tourne autour de 2 axes, mon art et ma fille unique, Lison, 8 ans. Lison, c'est mon soleil, ma raison de vivre. Elle a une âme d'artiste, sensible, douce, capable de s'émerveiller devant la forme d'un nuage. Mais ce qui faisait sa fierté absolue, c'était ses cheveux. Une cascade de cheveux châtains aux reflets dorés, épais et soyeux, qui lui arrivaient jusqu'au bas du dos. C'était notre rituel sacré, un moment de fusion mère-fille. Chaque matin et chaque soir, je les brossais délicatement, mèche par mèche, en lui racontant des histoires. Elle disait souvent en riant qu'elle était réponse. Elle en prenait un soin méticuleux, refusant même de couper les pointes. C'était son identité, son armure de princesse face au monde extérieur. Ma sœur, Corinne, est tout l'inverse de cette douceur. À 40 ans, elle enseigne dans l'école privée réputée où est scolarisée Lison. Corinne a toujours été une personne complexe, pour ne pas dire toxique. C'est le genre de femme qui doit impérativement être le centre de l'attention, quoi qu'il en coûte. Si vous avez mal à la tête, elle vous dira qu'elle a une tumeur au cerveau. Si vous annoncez une bonne nouvelle, elle en inventera une meilleure dans la seconde. Et malheureusement, elle a transmis ce besoin pathologique de gloire et de reconnaissance à sa fille, Océane, qui a le même âge que Lison. Océane est ce qu'on appelle communément l'enfant roi. Gâtée, capricieuse, persuadée que l'univers entier lui est redevable. Le conflit, sournois et latent, a éclaté ouvertement il y a 3 mois, lors des auditions pour la grande pièce de fin d'année de l'école, Alice au pays des merveilles. Dans cette institution nantaise, cette pièce est une véritable tradition, presque une religion. Le rôle d'Alice est le graal absolu pour toutes les petites filles. Océane voulait ce rôle. Corinne voulait ce rôle pour Océane, comme une extension de son propre ego. Elle m'avait lancé lors d'un repas de famille dominical avec ce sourire en coin condescendant qui me donne toujours des frissons. De toute façon, c'est Océane qui l'aura. Je suis enseignante là-bas depuis 10 ans, je connais le metteur en scène. Et puis, soyons honnêtes, Lison est trop timide, trop effacée pour la scène. Mais Lison a travaillé. Mon Dieu, qu'elle a travaillé. Avec une détermination que je ne lui connaissais pas, elle répétait ses textes tous les soirs dans l'atelier, sa voix résonnant entre les étagères de poterie en train de sécher. Elle a appris à projeter sa voix, à incarner le personnage, à surmonter sa timidité naturelle. Le jour de l'audition, elle a été tout simplement éblouissante. Même les autres professeurs, d'habitude réservés, ont applaudi spontanément. Le résultat est tombé la semaine dernière, implacable, Lison serait Alice. Océane, elle, n'a obtenu qu'un rôle de figurante, une carte à jouer muette dans le fond de la scène. La réaction de Corinne a été terrifiante, non pas par ses cris, mais par son silence. Pas de scandale immédiat. Juste un regard froid, calculateur, posé fixement sur les longs cheveux de ma fille lors du dîner de félicitations chez nos parents.
Elle a dit, d'une voix traînante, c'est bien. Mais tu sais, Alice est blonde dans le dessin animé de Disney. Lison a les cheveux trop foncés, trop longs, trop encombrants. Ça ne fait pas très professionnel. Ça manque de rigueur. J'ai ri nerveusement, pensant que c'était juste de l'aigreur passagère, de la jalousie mal digérée. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. J'aurais dû comprendre que le silence de ma sœur n'était pas de l'acceptation, mais la préparation minutieuse d'une vengeance cruelle. Ce matin-là, j'ai déposé Lison à l'école sous une pluie fine. Elle sautillait sous son parapluie jaune, ses 2 nattes dansant joyeusement dans son dos. Elle m'a fait un grand signe de la main avant de franchir la grille. À ce soir, maman. Je vais répéter la scène du thé avec le chapelier fou. C'est la dernière image que je garde de ma fille intacte, insouciante. Quand le téléphone a sonné, j'ai su. C'est un instinct maternel, une connexion viscérale qui ne trompe pas. La voix du directeur, Monsieur Girard, était au bord de la rupture nerveuse. Sabine, ne conduisez pas trop vite, mais venez. C'est grave. Très grave. J'ai lâché mon outil de sculpture. La terre a séché sur mes mains, craquelant comme à peau. J'ai couru vers ma voiture sans même prendre la peine de fermer l'atelier à clé, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Dans la voiture, mes mains glissaient sur le volant à cause de la sueur froide. Je priais, murmurant des suppliques incohérentes. Faites qu'elle ne soit pas blessée, faites qu'elle n'ait pas été agressée. Mais au fond de moi, une petite voix insidieuse me chuchotait le nom du monstre, Corinne. Que avait-elle fait? Avait-elle frappé Lison? L'avait-elle humiliée publiquement devant toute la classe? Je grillais les feux rouges, klaxonnant comme une folle, ignorant le danger. Je ne savais pas encore que la violence psychologique et symbolique peut être bien pire que les bleus sur la peau. Je ne savais pas que j'allais découvrir une scène d'horreur qui m'entrait jusqu'à la fin de mes jours. Je suis arrivé devant l'école en dérapant sur le gravier mouillé. J'ai laissé la voiture en double fil, la portière grande ouverte, le moteur tournant encore. J'ai couru vers le bâtiment principal en briques rouges. Dès que j'ai franchi les lourdes portes en chêne du hall d'entrée, je l'ai entendu. Ce n'était pas un pleur d'enfant ordinaire, celui qu'on entend quand un gosse s'écorche le genou dans la cour de récréation. C'était un hurlement. Un cri animal, guttural, continu, déchirant l'atmosphère feutrée de l'école. Le cri de quelqu'un à qui on arrache une partie de son âme vivante. C'était la voix de Lison. Ma Lison. J'ai bousculé la secrétaire qui essayait maladroitement de me barrer la route avec ses bras levés. Madame, attendez, s'il vous plaît, la police est en route. La police? Ces mots ont résonné dans mon crâne comme une explosion. Pourquoi la police? J'ai foncé vers l'infirmerie au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. L'odeur clinique d'éther et de désinfectant m'a pris à la gorge, mélangée à une autre odeur, plus subtile mais immédiatement reconnaissable pour une mère, celle des cheveux coupés, cette odeur de salon de coiffure qui n'avait rien à faire ici. Lison était assise sur le brancard d'examen, recouverte d'une couverture grise rêche. Elle tremblait si fort que le brancard métallique cliquetait contre le mur carrelé. Elle se tenait la tête à 2 mains, cachant son visage, son corps secoué de spasmes violents. Le directeur était là, debout, pâle comme un linge, incapable de bouger, et l'infirmière pleurait silencieusement dans un coin, la main devant la bouche. Et il y avait Corinne. Ma sœur était assise sur une chaise en plastique orange, les jambes croisées, consultant son téléphone portable comme si elle attendait son tour chez le dentiste ou à la caisse d'un supermarché. Sur ses genoux, posés avec une négligence étudiée, il y avait une paire de ciseaux. Pas des ciseaux de coiffure professionnelle. Des ciseaux d'école à bout rond-mais aux lames tranchantes, ceux qu'on utilise pour couper du carton ou du papier canson. Ils étaient couverts de mèches brunes. Lison, ai-je murmuré, ma voix brisée par l'horreur, incapable de monter plus aucun souffle. Lison a levé la tête. Ses yeux, d'habitude si brillants, étaient rouges, gonflés, injectés de sang, méconnaissables. Quand elle m'a vue, elle a hurlé de nouveau, « Maman !» Maman, ne regarde pas. Je suis monstrueuse. Elle a essayé de remonter la couverture sur sa tête pour se cacher, mais dans sa panique, le tissu a glissé. Le temps s'est arrêté. L'univers a cessé de tourner. Il n'y avait plus rien. Les cheveux de Lison, cette cascade soyeuse et brillante que nous avions mis 8 ans à faire pousser et à chérir, avaient disparu. Il ne restait plus qu'un champ de ruines.
Corinne n'avait pas juste coupé les cheveux pour les raccourcir. Elle les avait tondus, hachés, arrachés par endroits avec une violence inouïe. Il y avait des trous béants où l'on voyait le cuir chevelu blanc, irrité, griffé par le métal froid des ciseaux. C'était irrégulier, violent, laid. On aurait dit qu'elle avait été attaquée par une bête sauvage ou qu'elle sortait d'un camp de prisonniers. Des mèches de différentes longueurs, de 2 cm à 5 mm, pointaient dans tous les sens, comme des épis de blé après une tempête. C'était un massacre. Au sol, autour de la chaise de Corinne, gisait la chevelure de ma fille. Étalée sur le carrelage blanc, inerte, comme un animal mort. J'ai senti une nausée violente monter en moi, une bile acide me brûlant la gorge. J'ai dû m'appuyer lourdement contre le cadre de porte pour ne pas m'effondrer physiquement. Puis, la douleur a laissé place à une rage froide, une fureur volcanique, primitive, que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Je me suis tournée vers Corinne. Elle a levé les yeux de son écran. Elle a souri. Un petit sourire satisfait, presque doux, terrifiant de calme. « Ah, tu es là », a-t-elle dit calmement. « Ne fais pas cette tête d'enterrement. Ça repousse, tu sais. » « Tu as fait quoi ?» Ma voix était si basse qu'elle ressemblait à un grondement survenant des entrailles de la terre. Corinne s'est levée, lissant sa jupe droite impeccable. « J'ai simplement rétabli l'équilibre, Sabine. Lison a volé le rôle d'Océane. C'était injuste. Océane a pleuré toute la nuit hier. Elle disait qu'elle n'était pas assez jolie par rapport à Lison, que Lison avait des cheveux de princesse et elle non. Alors j'ai réglé le problème à la source. Maintenant, Lison ne ressemble plus à Alice. Elle ressemble à un garçon manqué, à rien du tout. Le metteur en scène n'aura pas d'autre choix que de donner le rôle à Océane demain. C'est la justice, tout simplement. Elle parlait de mutiler ma fille, sa propre nièce, comme on parle de corriger une faute d'orthographe ou de raturer un papier. Tu as tondu ma fille, ai-je articulé, avançant vers elle pas à pas, comme un automate. Oh, arrête tes grands mots dramatiques, a-t-elle ricané en levant les yeux au ciel. Je l'ai emmenée dans ma classe pendant la pause déjeuner. Je lui ai dit qu'on allait jouer au coiffeur pour les besoins de la pièce. Elle a été un peu difficile quand elle a vu les ciseaux, elle a voulu s'enfuir, j'ai dû la tenir fermement par le bras. Mais regarde le résultat, maintenant, elles sont à égalité. C'est ça, l'équité réelle. J'ai regardé ma fille, défigurée, traumatisée, recroquevillée comme une petite bête blessée sur ce brancard froid. Puis j'ai regardé ma sœur, ce monstre qui partageait mon sang, mon ADN, mon histoire. À ce moment précis, j'ai su que je ne la voyais plus comme une sœur. Je ne voyais plus la petite fille avec qui j'avais joué à la poupée. Je voyais une proie. Et moi, j'étais le prédateur qui allait défendre son petit jusqu'à la mort. Tu ne sortiras pas d'ici, ai-je dit, bloquant la sortie. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Le directeur s'est interposé, les mains tremblantes. Madame Sabine, calmez-vous, je vous en prie, nous allons gérer cela en interne, entre nous. En interne ? J'ai hurlé cette fois, ma voix faisant trembler les vitres. Elle a agressé ma fille. C'est une agression physique caractérisée. Appelez la police. Tout de suite. Ou je jure devant Dieu que je brûle cette école avec vous dedans. C'est là que les sirènes ont retenti au loin, se rapprochant rapidement. Corinne a levé un sourcil, toujours arrogante, intouchable dans sa bulle de délire. Elle ne savait pas encore que sa vie, telle qu'elle la connaissait, venait de se terminer à l'instant précis où elle avait coupé la première mèche de cheveux de Lison. La police est arrivée 2 minutes plus tard, dans un crissement de pneus. 2 officiers, un homme grand et carré, et une femme au regard perçant, sont entrés dans l'infirmerie, l'air grave, la main posée sur leur ceinture. La policière a immédiatement compris la situation en voyant Lison. Elle a eu un mouvement de recul instinctif, portant la main à sa bouche pour étouffer un cri, avant de reprendre sa posture professionnelle. Elle s'est approchée de ma fille avec une douceur infinie, s'accroupissant pour être à sa hauteur, tandis que son collègue se dirigeait vers Corinne. « Madame Corinne Leroux » a demandé l'officier d'une voix forte. « C'est moi » a répondu ma sœur en croisant les bras, le menton haut, défiant l'autorité. « Je suis enseignante titulaire ici depuis 10 ans. Je ne comprends pas pourquoi vous dérangez ma classe et l'établissement. C'est une dispute familiale qui a un peu dérapé, c'est tout. Rien de criminel. » Une dispute familiale ? J'ai explosé, les larmes coulant enfin sur mes joues.
Tu as séquestré ma fille dans une salle de classe fermée à clé et tu l'as mutilée avec des ciseaux. L'officier a sorti ses menottes de son étui. Le cliquetis froid et métallique a fait sursauter tout le monde dans la petite pièce surchauffée. Madame, veuillez vous lever et vous retourner. Vous êtes en état d'arrestation pour violence volontaire aggravée sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Le visage de Corinne s'est décomposé pour la première fois. Son masque de supériorité s'est fissuré. Quoi? Vous plaisantez? Je suis fonctionnaire de l'Éducation nationale. Vous ne pouvez pas me menotter devant mes collègues et mes élèves. C'est juste des cheveux, bon sang. Tournez-vous, maintenant, a ordonné le policier, sans aucune émotion, lui saisissant le poignet. Quand ils l'ont fait sortir de l'infirmerie, c'était l'heure de la récréation de l'après-midi. Des centaines d'enfants jouaient dans la cour. Le silence s'est fait instantanément. Ils ont vu leur maîtresse, celle qui était censée les protéger et les éduquer, sortir encadrée par 2 policiers, les mains menottées dans le dos, la tête basse mais le regard furieux. Corinne hurlait à qui voulait l'entendre, c'est une erreur judiciaire. Ma sœur est folle. Elle monte tout ça contre moi par jalousie. Océane était là, au premier rang, près du préau. Elle a vu sa mère se faire emmener comme une criminelle. Elle ne pleurait pas. Elle regardait la scène avec une expression indéchiffrable, presque, froide, détachée, comme si elle regardait un film. J'ai emmené Lison aux urgences pédiatriques pour faire constater les lésions. Le médecin légiste a pris des photos pour le dossier judiciaire. Chaque flash de l'appareil était comme un coup de poignard dans mon cœur de mère. Il a noté des égratignures rouges sur le cou de Lison, preuve qu'elle s'était débattue violemment, et des coupures superficielles mais nombreuses sur le cuir chevelu. Mais le plus grave était invisible au rayon X. Lison ne parlait plus. Elle fixait le mur blanc du cabinet médical, catatonique, absente. Elle était partie ailleurs, là où personne ne pouvait plus lui faire de mal. Maintenant, je m'adresse directement à vous, qui regardez cette vidéo. Mettez-vous à ma place un seul instant. Fermez les yeux. Imaginez que c'est votre enfant, votre nièce adorée ou votre petit-fils. Imaginez qu'une personne de confiance, un membre de votre propre famille, lui fasse subir cela par pure méchanceté gratuite. Que auriez-vous fait? Auriez-vous accepté l'excuse du ce n'est que des cheveux? Ou auriez-vous, comme moi, ressenti cette envie primitive, absolue, de destruction totale? Dites-moi franchement dans les commentaires ci-dessous. Quelle serait votre réaction immédiate? Je lis absolument tout et j'ai besoin de savoir si je suis normale d'avoir ressenti tant de haine. De retour à la maison, l'enfer a continué. Lison est entrée dans la salle de bain pour se laver les mains. Une seconde plus tard, j'ai entendu un bruit effroyable de verre brisé. J'ai couru. Elle avait lancé son lourd pot à brosse à dents en céramique dans le grand miroir au-dessus du lavabo. Elle hurlait en se griffant le visage, le sang se mêlant aux larmes. Enlève-le. Enlève le monstre dans la glace. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas être moi. J'ai dû la ceinturer physiquement au sol pour l'empêcher de se faire mal, pleurant avec elle sur le carrelage froid, au milieu des débris de verre coupant, nos larmes se mélangeant. C'est là que la sonnette a retenti. J'ai cru que c'était la police pour une déposition supplémentaire. J'ai ouvert, les yeux bouffis, les vêtements froissés, Lison sanglotant encore dans mes bras, tremblante. C'étaient mes parents. René et Gisèle. Ils sont entrés comme une tornade, sans même demander la permission. Ma mère est allée directement vers Lison, mais pas pour la serrer dans ses bras ou la réconforter. Elle a regardé sa tête tondue et a soupiré, un long soupir d'agacement théâtral. Mon Dieu, Sabine, tu as vraiment appelé la police? A lancé mon père, le visage rouge de colère, les veines de son cou saillantes. Corinne est en garde à vue au commissariat central. Tu te rends compte de l'humiliation publique pour notre famille? Tout Nantes va le savoir demain matin. Je les ai regardés, stupéfaites, comme si je voyais des étrangers. Papa? Maman? Corinne a rasé la tête de Lison de force. Regarde-la. Regarde ta petite fille. Elle est traumatisée. Ma mère a agité la main avec désinvolture, comme pour chasser une mouche gênante. Oh, ça va. Arrête ton cinéma. Ça repousse, les cheveux. C'est dramatique, d'accord, Corinne a été maladroite, elle a surréagi sous le coup de l'émotion. Mais de là à lui mettre les menottes comme à une voyeuse? Tu as détruit sa carrière, Sabine.
Elle ne pourra plus jamais enseigner. Tout ça pour une coupe de cheveux ratée. Une coupe ratée? J'ai senti mes genoux flancher sous le poids de leur indifférence. Elle l'a agressée parce qu'elle était jalouse du rôle d'Alice. C'est de la violence. Et parlons-en de ce rôle maudit, a coupé mon père brutalement. Océane est dévastée depuis une semaine. Elle travaille dur, elle aussi. Corinne a juste voulu rétablir une forme de justice fraternelle. C'était maladroit, oui, excessif peut-être, mais c'était un acte d'amour désespéré pour sa fille. Toi, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à ta petite vengeance personnelle alors que ta sœur est derrière les barreaux, seule et effrayée. Ils étaient là, debout dans mon salon, à défendre le bourreau devant la victime qui saignait encore émotionnellement. Ma propre mère ne regardait même pas Lison qui tremblait de peur en les voyant crier et gesticuler. Pour eux, l'image sociale de la famille, le prestige de l'enseignante, valait infiniment plus que la souffrance et la dignité de ma fille. Sortez, ai-je chuchoté, ma voix tremblante de rage contenue. Pardon, a dit ma mère, interloquée. Sortez. J'ai hurlé si fort que ma gorge m'a brûlé, un cri qui venait du fond de mes tripes. Sortez de chez moi. Tout de suite. Si vous ne partez pas dans 10 secondes, j'appelle la police pour vous aussi. Disparaissez. Ils sont partis, indignés, en claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Mais avant de partir, mon père s'est retourné sur le seuil, et son regard n'avait plus rien de paternel ou de bienveillant. C'était le regard d'un homme d'affaires impitoyable prêt à écraser un concurrent. Tu vas regretter ça, Sabine. Amèrement. On ne déclare pas la guerre à sa propre famille sans en payer le prix fort. Je ne savais pas encore à quel point sa menace était réelle et immédiate. La nuit a été blanche, interminable. Lison a fini par s'endormir d'épuisement total dans mon grand lit, portant un bonnet de laine épais qu'elle refusait obstinément d'enlever, même sous la couette chaude, malgré la température. Chaque fois qu'elle bougeait ou gémissait dans son sommeil, je sursautais, vérifiant qu'elle respirait encore. Je me sentais seule au monde, isolée sur une île déserte au milieu d'un océan de trahison. Ma sœur était un monstre, mes parents des complices aveugles et cruels. Le lendemain matin, alors que je préparais machinalement un chocolat chaud que Lison refusait de boire, le regard vide, mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Un message de mon père. Pas d'excuses. Pas de comment va Lison ce matin? Juste une image. J'ai ouvert le fichier. C'était une photo de la première page de mon bail commercial. Mon atelier de céramique, terre et feu, mon sanctuaire, est situé dans un local magnifique au centre-ville de Nantes, qui appartient à mes parents. Il l'avait acheté il y a 10 ans comme investissement immobilier et me le louait à un tarif préférentiel, bien en dessous du marché. C'était mon seul avantage, ma seule sécurité financière qui me permettait de vivre de mon article. Sans ce local, avec les prix exorbitants de l'immobilier nantais, mon entreprise coule instantanément. Le message texte en dessous de la photo disait « Le bail arrive à renouvellement le mois prochain. Si tu ne retires pas ta plainte contre Corinne avant midi aujourd'hui, je ne signe pas le renouvellement. Et je te donne un mois, pas un jour de plus, pour vider les lieux. Tu n'auras plus de travail, plus de revenus pour élever Lison. Choisis bien, ta fierté mal placée ou l'avenir et le toit de ta fille. » J'ai relu le message 10 fois, 100 fois. Les larmes coulaient silencieusement sur l'écran tactile. C'était du chantage pur et simple, brutal, sans filtre. Ils étaient prêts à me mettre à la rue, moi leur fille et leur petite fille traumatisée, simplement pour sauver la réputation et le casier judiciaire de Corinne. C'était d'une cruauté qui me dépassait, une violence économique s'ajoutant à la violence physique. J'ai appelé mon avocat, Maître Vincent, un homme jeune mais hargneux que j'avais trouvé la veille en urgence. Maître, il menace mon entreprise, mon gagne-pain. Il a soupiré longuement au téléphone. Juridiquement, Sabine, s'ils respectent le préavis légal, ils ont le droit de ne pas renouveler un bail commercial, sauf si on arrive à prouver le caractère abusif et le chantage. Mais une procédure de ce type prendra des années et coûtera une fortune. Ils le savent. Sabine, ils vous tiennent à la gorge. Je me suis assise par terre, sur le carrelage froid de ma cuisine, la tête dans les mains. J'avais le choix. Un choix impossible. Option A, je retire ma plainte. Je mens à la police. Je dis que j'ai exagéré. Corinne sort libre. Elle rira au nez de tout le monde, elle aura gagné. Elle continuera à enseigner,
à terroriser d'autres enfants en toute impunité. Et surtout, Lison apprendra la pire leçon possible. Quand on nous fait du mal, on doit se taire et baisser la tête si l'agresseur est puissant ou de la famille. Option B, je maintiens la plainte. Je perds mon atelier. Je perds mes revenus. Je fais faillite. Je dois peut-être déménager dans un petit HLM en banlieue. Mais je garde ma dignité. Et je montre à Lison qu'on ne négocie pas avec le mal, quel qu'en soit le prix. J'ai regardé Lison qui dormait encore, son petit visage bouffi par les pleurs, son bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux. J'ai vu sa fragilité, mais aussi sa résilience potentielle. Et j'ai su. Il n'y avait pas de choix, en réalité. Je ne pouvais pas la vendre. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à mon père, les doigts tremblants mais résolus. Garde ton local. Garde ton argent. Je préfère vivre sous un pont avec ma fille digne et debout, que dans un château construit sur ses larmes et son silence. La plainte reste. Et tu ne verras plus jamais Lison. Tu as perdu 2 filles aujourd'hui. J'ai bloqué son numéro immédiatement. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mes cousins qui commençaient à m'envoyer des messages d'insultes sur Facebook. Tu brises la famille, pauvre Corinne, comment peux-tu lui faire ça? Mais je savais que je ne pouvais pas gagner cette guerre seule. J'étais David contre Goliath. J'avais besoin d'armes. J'avais besoin de munitions lourdes. Et l'aide est venue d'où je ne l'attendais absolument pas. Vers 14 heures, on a frappé timidement à ma porte. J'ai regardé par l'éhuton, le cœur battant, prête à hurler ou à appeler la police. Mais ce n'étaient pas mes parents. C'était Thierry. Thierry, l'ex-mari de Corinne. Le père d'Océane. Un homme effacé, triste, aux épaules voûtées, qui avait fui Corinne il y a 3 ans après un divorce houleux où elle l'avait dépouillé de tout, l'accusant des pires horreurs pour obtenir la garde. Il tenait une grosse enveloppe Kraft à la main. Il avait l'air terrifié, regardant derrière lui comme s'il était suivi. « Sabine, ouvre s'il te plaît. »« Je sais ce qu'elle a fait, a-t-il dit à travers la porte, la voix tremblante. « Je suis désolé. Je n'ai pas pu protéger Lison. Mais je peux t'aider à détruire Corinne. J'ai ce qu'il faut. » Je l'ai fait entrer. Il a posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. « Ce n'est pas la première fois, Sabine. Elle a fait ça à d'autres. Lison n'est pas la première victime. » J'ai ouvert l'enveloppe avec appréhension. À l'intérieur, il y avait un amas de documents, des copies d'emails imprimés, des captures d'écran de conversations SMS et surtout, un petit carnet noir à couverture rigide, usé par le temps. C'était son journal intime, a expliqué Thierry en s'asseyant lourdement. Elle y notait ses victoires. Elle est malade, Sabine. C'est une narcissique perverse au sens clinique du terme. Elle garde des trophées. J'ai commencé à lire, page après page, et l'horreur est montée d'un cran, dépassant tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste de la jalousie envers Lison. C'était un système. Une méthode. Depuis 10 ans qu'elle enseignait dans cette école, Corinne ciblait systématiquement, froidement, les enfants qui faisaient de l'ombre à Océane ou qui ne la vénéraient pas assez comme la meilleure maîtresse. Il y avait le cas de Mathis, un petit génie des maths de 9 ans. Corinne l'avait enfermé par accident dans le placard à fournitures, dans le noir total, pendant 1 heure, juste avant le concours régional de mathématiques. L'enfant, terrifié, avait raté l'épreuve, pissé dans son pantalon de peur. Océane, qui était 2e de la classe, avait gagné le prix par défaut. Corinne avait noté dans son carnet avec une écriture soignée, « Mathis a appris l'humilité aujourd'hui. » Océane rayonne sur le podium. Justice faite. Il y avait Julie, une petite fille timide qui dessinait merveilleusement bien. Corinne avait renversé malencontreusement un pot d'encre noire indélébile sur son dessin final du concours d'art, 5 minutes avant la remise des prix. Il y avait des notes humiliantes distribuées arbitrairement, des remarques cruelles sur le physique chuchotées à l'oreille des élèves fragiles pour les faire pleurer en classe, créant un climat de terreur psychologique. Pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi personne n'a porté plainte, ai-je demandé, esséhuré, en repoussant le carnet comme s'il était brûlant. Parce que c'est une école privée prestigieuse, a répondu Thierry avec amertume. Les parents péchèrent. Le directeur étouffe tout pour ne pas effrayer la clientèle riche. Et Corinne, elle s'est manipulée à la perfection. Elle joue la victime, l'enseignante dévouée, épuisée et incomprise face à des élèves difficiles. Mais là, avec Lison, elle est allée trop loin.
Elle s'est sentie intouchable parce que c'était la famille. Thierry a pris une grande inspiration, comme pour se donner du courage. Je veux témoigner, Sabine. Je veux aller à la barre. Je veux dire au juge qu'elle est dangereuse. Je veux récupérer la garde exclusive d'Océane avant qu'elle ne devienne un monstre comme sa mère. Océane m'a appelé hier soir, en cachette, depuis les toilettes de chez tes parents. Elle a peur, Sabine. Elle a vu sa mère couper les cheveux. Elle m'a dit, maman riait, papa. Elle riait en coupant les cheveux de Lison. Océane ne veut plus vivre avec elle. Elle m'a supplié de venir la chercher. Avoir Thierry de mon côté changeait tout. La donne était inversée. Ce n'était plus la parole d'une sœur jalouse et hystérique contre une enseignante respectée. C'était un dossier criminel documenté, corroboré par des preuves écrites et le témoignage du père de sa propre fille. Mais Corinne n'avait pas dit son dernier mot. Elle était en garde à vue, certes, mais elle avait eu accès à son téléphone avant d'être arrêtée. Elle avait lancé une dernière grenade dégoupillée, une attaque vile pour me détruire avant que je ne puisse l'achever. À 16 heures, alors que je triais les documents avec Thierry pour préparer notre dossier, une autre sonnette a retenti. C'était une sonnerie insistante, autoritaire. J'ai ouvert. C'était une femme stricte, en tailleur gris, tenant un porte-bloc, le visage fermé. Derrière elle, 2 policiers en uniforme attendaient. Madame Sabine ? Je suis Madame Faure, inspectrice de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Nous avons reçu un signalement très inquiétant concernant la sécurité immédiate de votre fille, Lison. J'ai écarquillé les yeux, le souffle coupé. Quoi ? Mais c'est ma fille la victime. C'est elle qui a été agressée. Le signalement, reçu ce matin, indique que vous êtes instable psychologiquement, que vous consommez des stupéfiants, et que vous avez vous-même coupé les cheveux de votre fille dans une crise de démence pour accuser votre sœur innocente. Il est également mentionné que vous vivez dans un environnement insalubre et dangereux. Je dois inspecter votre domicile et voir l'enfant immédiatement, seul. Si le danger est avéré, je procéderai au placement provisoire de Lison en foyer dès ce soir. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était la stratégie de la terre brûlée. Corinne, ou mes parents, essayaient de me faire passer pour folle pour invalider mon témoignage et celui de Lison. Ils voulaient me prendre ma fille, me l'arracher alors qu'elle avait le plus besoin de moi. J'ai cru que j'allais vomir sur le pas de la porte. L'inspectrice de l'ASE est entrée sans attendre mon invitation, froide, scrutant chaque recoin de mon appartement avec un regard inquisiteur. Heureusement, c'était propre, rangé, mais le miroir brisé dans la salle de bain, que je n'avais pas encore eu le temps ni la force de ramasser, a attiré son attention comme un aimant. Elle a noté quelque chose frénétiquement sur son bloc-notes. Miroir brisé. Signe de violence domestique, perte de contrôle, colère impulsive, a-t-elle murmuré pour elle-même. Non. C'est ma fille. Elle a eu une crise de panique à cause de ce que sa tante lui a fait. Elle ne supportait pas son reflet, ai-je plaidé, la voix étranglée par la panique. Elle a demandé à voir Lison. Lison était dans sa chambre, assise sur son lit, toujours avec son bonnet. Quand l'inspectrice, sans aucune psychologie, lui a demandé d'enlever le bonnet pour vérifier l'état capillaire, Lison a hurlé de terreur. Elle s'est recroquevillée sous son lit, comme un animal traqué. L'enfant présente une terreur extrême vis-à-vis des adultes, a noté l'inspectrice à voix haute. Madame, la situation est critique. Je ne peux pas laisser une enfant dans cet état de détresse psychologique sans surveillance médicale appropriée et neutre. Ils allaient me la prendre. Je le sentais dans mes tripes. Le piège de Corinne se refermait sur moi. J'allais tout perdre, mon travail, ma maison, et maintenant ma fille. C'est là, au moment le plus sombre de ma vie, que le destin a basculé. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché machinalement, au bord des larmes, prête à raccrocher. Allô ? Madame Sabine ? Ici Madame Solange de Rochefort. Je suis cliente à votre atelier, j'ai commandé le grand vase bleu impérial le mois dernier. Madame, je ne peux pas parler, je suis en pleine urgence, ai-je bégayé. Écoutez-moi attentivement, Sabine. Je suis au courant. Tout Nantes est au courant. Les mères d'élèves parlent, les téléphones chauffent. Je suis devant chez vous, en bas de l'immeuble. Ouvrez-moi. J'ai ouvert la porte, confuse, désespérée.
Madame Solange est entrée. C'est une femme de 60 ans, très élégante, portant un tailleur Chanel et des perles, très riche, qui m'a toujours traité avec une gentillesse distante mais sincère. Mais je ne savais pas qui elle était vraiment. Je ne savais pas l'étendue de son pouvoir. Elle a balayé la pièce du regard et a vu l'inspectrice de l'ASE. Madame Faure, a dit Solange d'une voix autoritaire, cinglante comme un coup de fouet. L'inspectrice a blanchi instantanément, laissant presque tomber son stylo. Madame la présidente ? J'ai appris à ce moment précis que Solange n'était pas juste une cliente amatrice d'art. Elle était l'épouse du président du conseil d'administration de l'école, l'une des plus grosses donatrices de la ville, et elle-même ancienne juge aux affaires familiales, redoutée et respectée dans toute la région. Que faites-vous ici, Faure ? Qui vous a envoyé ? A demandé Solange, avançant vers elle. Un signalement anonyme, Madame la présidente. On soupçonne la mère de maltraitance. Ce signalement est faux. Il vient de Corinne Leroux ou de ses parents pour couvrir leur crime, a coupé Solange, implacable. C'est une tentative de manipulation de la justice et de vos services. Je connais Sabine depuis des années. C'est une mère exemplaire, aimante et dévouée. Et je sais exactement ce qui s'est passé à l'école hier. Mon mari est furieux. Si vous touchez à un seul cheveu de cette petite enfin, ce qu'il en reste à cause de cette barbarde tante, je vous garantis personnellement que votre carrière s'arrête ce soir. Je passerai les appels nécessaires. L'inspectrice a bégayé, a refermé son dossier brutalement. Si vous vous portez garante, Madame la présidente, la procédure est différente. Je me porte garante. Totalement. Maintenant, sortez de chez elle. Et effacez ce rapport ridicule. Quand la porte s'est refermée sur l'inspectrice et les policiers, je me suis effondrée dans les bras de cette grande dame que je connaissais à peine. Elle m'a tenue fermement, comme une mère aurait dû le faire. Elle sentait le parfum cher et la poudre de riz. Sèche tes larmes, ma petite, a-t-elle dit doucement en me caressant le dos. On ne pleure pas devant les requins, ça les excite. Ton père veut te virer de l'atelier ? J'ai entendu la rumeur. Laisse-le faire. J'ai un local vide rue Crébillon, en plein quartier chic, 2 fois plus grand. Il est à toi pour la moitié du prix qu'il te faisait payer. Et pour ta sœur, on va s'occuper d'elle demain matin. Il y a un conseil de discipline exceptionnel à l'école. Tu vas venir, tu vas amener ce carnet noir, et tu vas parler. J'avais perdu ma famille biologique, celle du sang, mais j'avais trouvé une armée. Le lendemain matin, l'école ressemblait à une forteresse assiégée. Des journalistes locaux étaient postés devant les grilles, caméras au point. L'histoire avait fuité sur les réseaux sociaux pendant la nuit. Le hashtag Justice pour Lison était en tendance locale sur Twitter. Les gens étaient indignés. Le conseil de discipline se tenait dans la grande salle de réunion du conseil d'administration, une pièce aux murs lambrissés de bois sombre, intimidante. D'un côté de la table ovale, le directeur, toujours aussi pâle et tremblant, Solange, son mari le président, un homme imposant au regard d'acier, et des représentants des parents d'élèves. De l'autre, Corinne, libérée sous caution tôt le matin, avec un air de défi insupportable, parfaitement maquillée, son avocat en costume hors de prix, et mes parents. Oui, mes parents étaient assis à côté d'elle. Ils me regardaient entrer avec une haine froide, palpable. Ils avaient choisi leur camp. Ils avaient choisi l'image plutôt que la vérité. Je suis entrée avec Thierry à ma gauche et Lison à ma droite. Lison portait un joli foulard en soie colorée que nous avions acheté le matin même pour cacher son crâne. Elle tenait ma main si fort que ses doigts étaient blancs, ses jointures ressortaient. Elle tremblait, mais elle avançait. L'avocat de Corinne a pris la parole le premier, avec une arrogance mielleuse. « Mesdames, messieurs, il s'agit d'un geste malheureux, certes, regrettable, mais motivé par une profonde détresse maternelle et un burn-out professionnel. Ma cliente était épuisée. Elle demande la clémence, la compréhension et un simple blâme administratif. Elle s'engage à suivre une thérapie. » Corinne a pris la parole, jouant la comédie à la perfection, essuyant une fausse larme du bout du doigt. « J'aime ma nièce comme ma propre fille. Je voulais juste l'aider. Sa coupe était désordonnée, elle ne se sentait pas bien. Je n'étais pas moi-même. Je regrette tellement. » Mon père a ajouté, tapant du poing sur la table, « C'est une affaire de famille privée. » Sabine exagère tout, dramatise tout pour attirer l'attention sur son petit commerce en faillite et nous extorquer de l'argent.
J'ai senti la colère monter, mais cette fois, elle n'était pas explosive. Elle était froide, chirurgicale, contrôlée. Je me suis levée lentement. J'ai posé le carnet noir de Thierry au centre de la table, dans un bruit sourd. Ceci, ai-je dit d'une voix calme qui a surpris tout le monde, c'est le journal de vos victoires, Corinne. La liste détaillée de tous les enfants que tu as brisés, humiliés, sabotés depuis 10 ans. L'avocat a tenté de protester, criant à la violation de la vie privée, mais le mari de Solange a levé la main autoritairement. Taisez-vous. Laissez-la parler. J'ai ouvert le carnet. J'ai lu les noms. Mathis. Julie. Antoine. Les dates précises. Les faits sordides. Les commentaires sadiques écrits de sa propre main. Le visage de Corinne est passé du rouge de la colère au gris cendre de la peur. Mes parents ont commencé à s'agiter sur leur chaise, mal à l'aise. Ils ne savaient pas pour les autres enfants. Ils pensaient sincèrement que c'était un acte isolé. La réalité de la monstruosité de leur fille en or leur explosait au visage. Puis, je me suis tournée vers Lison. Je me suis accroupie à sa hauteur. Tu veux leur montrer, ma chérie? Tu veux leur montrer ce que l'amour de Tata a fait? Lison a hésité. Elle a regardé autour d'elle. Puis, elle a croisé le regard d'Océane qui était au fond de la salle avec une assistante sociale. Océane lui a fait un petit signe de tête, un signe d'encouragement triste et complice. Lison a levé les mains et a dénoué son foulard en soie. Un silence de mort est tombé sur la salle. Un silence lourd, étouffant. Ce n'était pas juste des cheveux courts. C'était un crâne ravagé, avec des plaques rouges d'irritation, des égratignures cicatrisantes, et cette coupe pixie ultra courte, presque militaire, que le coiffeur d'urgence avait réussi à sauver in extremis. C'était le visage d'une enfant de guerre, d'une survivante de camp. Lison a levé le menton. Elle a regardé sa tante droit dans les yeux et a dit, d'une voix claire qui a résonné dans chaque coin de la pièce, « Tu as dit que j'étais moche. Tu as dit que je ne pouvais pas être Alice parce que je n'étais pas blonde. Mais maman m'a lu l'histoire de Jeanne d'Arc hier soir. Elle avait les cheveux coupés aussi. Et elle a gagné la guerre. Elle a sauvé la France. Je suis plus forte que toi, Tata. Et je suis toujours Alice. » Corinne a baissé les yeux. Pour la première fois de sa vie, la grande Corinne a baissé les yeux devant une enfant de 8 ans. Elle était vaincue. Le verdict du conseil a été immédiat, brutal et sans appel. Solange s'est levée et a prononcé la sentence comme une guillotine qui tombe. Madame Leroux, au vu des preuves accablantes et de la gravité inouïe des faits, vous êtes licenciée pour faute lourde avec effet immédiat. Vous ne finirez pas l'année, vous ne finirez pas la journée. Nous allons transmettre ce journal et tous les témoignages au procureur de la République. Je veillerai personnellement à ce que vous ne mettiez plus jamais les pieds dans une salle de classe, ni ici, ni ailleurs en France. Mes parents ont essayé de protester, bafouillant des excuses, mais le président s'est tourné vers eux avec un mépris glacial. Et vous, monsieur et madame, vous devriez avoir honte. Vous avez couvert un prédateur d'enfants par orgueil familial. Vous avez menacé votre autre fille. Si je vous revois dans l'enceinte de cette école, je vous fais interdire d'accès par la police pour trouble à l'ordre public. Sortez. Nous sommes sortis de la salle, la tête haute. Dans le couloir, mon père a couru pour m'attraper le bras. Sabine, attends. Attends une seconde. Pour le local, on peut s'arranger. J'étais en colère, je ne le pensais pas. Ne faisons pas de bêtises, on reste une famille. Il avait peur. Il transpirait. Il avait vu le vent tourner. Il savait que Solange était puissante et que s'il me jetait à la rue maintenant, alors que j'étais soutenue par l'élite de la ville, il serait fini socialement à Nantes. Sa réputation serait détruite. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec, comme si son contact me brûlait. J'ai regardé cet homme qui m'avait élevé, cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, mais qui avait menacé de me détruire la veille pour sauver les apparences. Le local est vide, papa. J'ai déménagé mes affaires ce matin avec des amis. Les clés sont dans ta boîte aux lettres. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de vous. Vous avez choisi votre fille préférée. Gardez-la. Elle aura besoin de vous quand elle sera en prison. Adieu. Je suis partie sans me retourner, tenant la main de Lison et celle de Thierry. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules.
J'étais orpheline de parents vivants, mais j'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon judiciaire et médiatique. Avec le témoignage courageux de Thierry, le journal intime accablant, et les rapports médicaux indiscutables, la défense de Corinne s'est effondrée comme un château de cartes. Lors du procès pénal, 2 mois plus tard, la justice a été ferme. Elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, une obligation de soins psychiatriques lourds, et une interdiction définitive d'exercer tout métier en contact avec des enfants. Elle a dû verser des dommages et intérêts colossaux à nous et aux autres familles victimes, une somme qui servira intégralement à payer les futures études de Lison. Mais le plus beau, la vraie victoire, c'est ce qui est arrivé à Océane. Le juge aux affaires familiales, voyant l'instabilité psychique de la mère et la complicité toxique des grands-parents, a accordé la garde exclusive à Thierry. Océane a déménagé à Lyon avec son père, loin de cette atmosphère empoisonnée. Elle va mieux. Elle respire. Elle écrit des lettres à Lison chaque semaine. Elle recommence à être cousine, doucement, reconstruisant un lien brisé. Quant à mes parents, ils se retrouvent seuls dans leur grande maison vide. Ils doivent gérer Corinne qui est devenue dépressive, aigrie et paranoïaque, enfermée chez eux à ressasser sa haine. Ils ont perdu leurs 2 petites filles. Ils ont perdu leur honneur. Ils sont devenus des parias dans leur cercle social bourgeois nantais. Les gens changent de trottoir quand ils les croisent. Parfois, ma mère m'appelle en numéro masqué, tard le soir. Je ne décroche jamais. Le silence est ma réponse. Et moi ? J'ai ouvert mon nouvel atelier, La Résilience, grâce au soutien financier et moral de Solange. Il est magnifique, lumineux, avec une grande verrière. Lison y a son petit coin pour peindre et sculpter. 6 mois ont passé depuis le grand massacre, comme on l'appelle désormais avec un demi-sourire. C'est le soir de la première de la pièce Alice au Pays des Merveilles. La salle de théâtre de l'école est comble. Je suis au premier rang, assise entre Solange, qui est devenue comme une marraine pour Lison, et Thierry qui a fait le voyage depuis Lyon spécialement pour voir sa nièce. Le rideau de velours rouge s'ouvre. Le silence se fait. Le metteur en scène, un homme intelligent et sensible, a eu une idée de génie. Il n'a pas voulu mettre de perruque à Lison pour cacher ses cheveux courts. Il a réécrit une scène clé. Dans cette version de la pièce, la reine de cœur ne menace pas de couper la tête d'Alice, elle lui coupe les cheveux pour l'humilier et lui voler sa force. Quand la scène arrive, c'est d'une intensité dramatique insoutenable. L'actrice qui joue la reine mime le geste avec des ciseaux géants en carton. Lison tombe à genoux. Puis, lentement, elle se relève. Elle passe la main dans ses cheveux courts qui ont commencé à repousser, formant une auréole de boucles désordonnées mais charmantes autour de son visage. Elle regarde la salle, les projecteurs illuminant ses yeux déterminés, et elle prononce sa réplique finale, modifiée pour l'occasion, d'une voix vibrante. « Vous pouvez prendre ma couronne, Majesté. Vous pouvez prendre mes cheveux. Vous pouvez tout me prendre. Mais vous ne prendrez jamais qui je suis. Je suis Alice. Je suis libre. Et je n'ai pas peur des monstres, ni ceux des contes, ni ceux de la réalité. » Le tonnerre d'applaudissements qui a suivi a duré 10 minutes. Les gens étaient debout, certains pleuraient. Je pleurais aussi, mais cette fois, c'était des larmes de joie pure, de libération, de fierté absolue. Ma fille n'était plus une victime. C'était une guerrière. Une artiste. Elle avait transformé son traumatisme en article. En sortant des loges, après le spectacle, j'ai vu une silhouette familière cachée dans l'ombre derrière un pilier en pierre. C'était mon père. Il tenait un petit bouquet de fleurs bon marché à la main, l'air vieux, voûté, vaincu. Il a fait un pas hésitant vers nous, l'espoir dans les yeux. Lison l'a vu. Elle s'est arrêtée net. Elle a serré ma main très fort. Je me suis penchée vers elle. Tu veux aller le voir ? C'est ton grand-père. Elle a regardé longuement, puis elle a secoué la tête avec une maturité effrayante pour son âge. Non, maman. On n'a pas le temps pour les gens qui font mal exprès. On va manger une glace ? J'ai faim. Nous sommes passés devant lui sans un mot, sans un regard, comme s'il était transparent. Il n'a pas osé nous arrêter. Il a compris, enfin, qu'il n'existait plus dans notre monde. Il était devenu un fantôme de notre passé. Aujourd'hui, Lison va bien. Vraiment bien. Ses cheveux lui arrivent aux épaules. Elle a décidé de les garder mi-longs, style carré plongeant, dit-elle en riant.
Elle trouve que ça lui donne un air rebelle et moderne. Elle a appris à 8 ans une leçon fondamentale que certains mettent une vie entière à comprendre. Notre valeur ne réside pas dans notre apparence physique, ni dans la longueur de nos cheveux, ni dans l'approbation aveugle de notre famille. Elle réside dans notre courage, notre intégrité, et notre capacité à nous relever après avoir été mis à terre. J'ai coupé les ponts définitivement et irrévocablement avec mes parents et ma sœur. C'est dur, parfois, je ne vais pas mentir. Les fêtes de Noël seront plus calmes, plus petites. Mais la paix n'a pas de prix. J'ai réalisé une vérité essentielle, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la génétique, de la biologie. La vraie famille, ce sont les gens qui vous tiennent la main quand vous êtes au sol, comme Thierry, comme Solange. Les gens qui vous poignardent dans le dos, même s'ils partagent votre ADN, ne sont que des étrangers avec des souvenirs communs dangereux. Voilà mon histoire. L'histoire d'une coupe de cheveux qui a révélé la laideur profonde d'une famille parfaite et la beauté éclatante d'une résilience inattendue. Si vous êtes encore là, merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai une dernière faveur importante à vous demander. Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez ressenti la colère, la peur et la joie avec moi, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide énormément la chaîne à faire connaître ces histoires et à briser le silence sur les violences familiales. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, car croyez-moi, j'ai d'autres dossiers sur des familles toxiques à partager avec vous. Et surtout, je veux vous entendre. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous protéger ou protéger vos enfants? Comment avez-vous trouvé le courage de dire stop? Votre témoignage peut aider quelqu'un qui est en train de vivre ça en ce moment même et qui n'ose pas franchir le pas. Prenez soin de vous, protégez vos enfants, et surtout, n'oubliez jamais, vous valez mieux que ceux qui vous blessent. On se retrouve très vite. The egg yolk? Wait, the egg yolk is the dipping sauce for the egg chips. Wow! Wait, it's going away. Wait, it's not even that. It just tastes like the egg. Hi, Waffle! It's oozing! Hello! First cooking stream that doesn't make me hungry. That's a surprise. So yummy. That was like a mouthful of salt. Egg chips just taste like the egg hello. It's just egg. Powder fur. I think it was on the plate or the chopstick. What have you done so far? Nothing. Talk and make eggs. That's your own fur. Don't blame Powder. I don't have fur. It's always Powder's fault. That's why I have a de-shedder in my throne. You guys can help me de-shed Powder because all she does is have fur everywhere. I got her one before, but then it was like super small, so like it doesn't even do its job. Like I have one, but it's so small. So that one, the one I put in my wish list is a bigger size.
But it's like, I probably wouldn't buy it myself because I'm lazy. Oh, shoot. Hi, Puma. Mana only got a cat so she could blame everything on her own. Oh, wait, everything on her. Oh! Shh. That's supposed to be the secret, Big Con. Don't shred cat, shred guitar. No. Jack bought everything up on throne now. He was looking through it all. What? What? Is that for real or are you lying? Someone bought weird stuff? What? Are we lying? Where's my throne? I wish I got notifications for it. I do get notifications for it. Okay, thank God. Oh my God! Oh my God, gifters! Zach! Oh my goodness! What did you gift me? Was it? Oh my goodness! I got all the socks by Zach. I got all the socks by Zach. Oh, thank you. Why do you want to smell like vanilla and macadamia? Because it smells good. Apparently, it's really popular. Like the spray. Thank you, Zach. Wait, he got me. Wait, guys, this is what he got. This was on my wish list. He bought me all the socks so my feet can stay warm. Why did he only get the stuff to do with feet? Zach, why did he only do the stuff with feet? Fruity socks, regular socks, and big fuzzy socks. But why only feet stuff? Anyways, but thank you! Because he has a collection. Oh my goodness! We caught him! That's okay, my feet are happy. That's all that matters. Hi!